En fait, c'est certain que je me suis attardée à la question, mais je fais la même constatation que dans la jurisprudence que j'examine, il y a une partie de cette analyse sur la contrainte excessive, faire une preuve de coût, faire une preuve que la structure de l'employeur ne le permet pas, qui est évacuée vu le grand débat sur le pronostic qui dit, par exemple, pour beaucoup de conditions, selon les statistiques, il faut se le rappeler du DSM-5, parfois sur DSM-4, selon la version que le médecin utilise, sur est-ce qu'il y a une prévisibilité d'un retour au travail, est-ce que le pronostic est si mauvais, 80-90% selon la statistique. Et puis là, on fait beaucoup de débats là-dessus, puis on finit par faire des débats d'experts sur le pronostic et non pas des débats sur est-ce que ça coûte trop cher de permettre à madame de revenir un autre retour progressif ou de diminuer la charge de travail, de chercher un poste, surtout dans le milieu syndiqué, c'est très facile en engageant le syndicat dans la démarche d'évaluer les postes, de regarder ce qui est disponible, de dire il y a tel affichage de postes qui sont là, que madame pourrait faire. Puis là, ça dépend de la bonne volonté de l'employeur qui, si lui, son expert, dit non, écoutez, 90% de risque de rechute, je ne veux pas que cette personne-là retourne au travail. Si ça peut être des arguments qui vont chercher l'arbitre assez vite. Ça dépend de l'arbitre. On ne l'oubliera pas, c'est probablement moins uniforme dans ce milieu-là, parce que des fois, ils vont réussir à se distinguer des statistiques, à regarder d'autres éléments de la contrainte excessive, puis des fois, ça sera le gros de l'analyse. Je suis d'accord avec vous que ça peut devenir le gros de l'analyse. Parce qu'on s'en va avec le pronostic, puis on ne regarde pas d'autres éléments de contrainte excessive. En fait, on ne classifie pas nécessairement les gens ici, mais on applique une définition qui était sur une de mes slides, très très large, en ce sens que oui, la personne handicapée, même la perception de handicap peut être un handicap au sens de la charte. Donc oui, la médiation est en fait, la définition et ce motif-là est très très large. Est-ce que ça peut prendre du temps? En fait, je pense que le décideur se saisit la question, y a-t-il un handicap, pour par la suite regarder donc à quiconque est-ce qu'il y a une discrimination en première vue par les effets des exigences de l'employeur, et donc là s'attarder à comment peut-on accommoder cette personne-là, et est-ce qu'on fait face à une contrainte excessive. Donc je ne sais pas si ça précise un petit peu la nature de l'obligation ici. Moi je suis ergothérapeute, donc je suis dans le domaine plus de la réadaptation. Professeur à l'Université de Montréal. Et en fait, ici au Québec, il n'y a pas l'obligation de l'employeur d'engager 1% de sa main-d'œuvre avec un statut de handicap. Ce qui fait que la notion de taguer quelqu'un avec un handicap n'existe pas, et même est contre un peu, je crois, la charte. Là, je suis moins familière avec la loi, les statuts juridiques de ça. Mais on doit plutôt démontrer une incapacité de travail. Et là, c'est vraiment du cas par cas. Puis, les ergothérapeutes ou les médecins peuvent émettre des opinions sur les limitations fonctionnelles d'une personne. Et c'est plus à ce terme-là qu'on... Je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est intéressant. Puis, je préciserais aussi que souvent, ce débat-là est fait pour des gens qui cherchent, qui sont indemnisés par la CNESST pour évaluer la capacité de travail, et aussi du point de vue assurance pour les prestations, pour déterminer si la personne peut continuer à bénéficier de prestations ou si on met fin aux prestations et on oblige, entre guillemets, la personne à retourner au travail parce que sinon elle n'a plus de subsistance. Là. Oui, en fait, je peux te dire que pour la première question, la double discrimination, effectivement, j'ai pas fait le calcul des milieux de travail à prédominance féminine versus les milieux de travail à prédominance, en fait, qui seraient plus mixtes ou qui seraient plus masculins. Mais j'ai effectivement beaucoup de décisions qui proviennent des milieux de la santé, par exemple, qui peuvent convenir des emplois là, à prédominance féminine. Je pense que ça peut être intéressant d'entendre la professeure Cox là-dessus. Cette analyse-là, non, je ne l'ai pas fait là-dedans, mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a beaucoup de cas de femmes, ce qui s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de milieux de travail féminins
qui sont syndiqués, notamment dans le milieu de la santé, ce qui fait en sorte que là, oui, il y a une représentation plus forte. Là, je me demande, est-ce que tu veux compléter là-dessus avant qu'on aille sur la deuxième question? Mais c'est sûr que quand on parle de femmes, il faut aussi dire dans quel secteur qu'on est. Est-ce que c'est le travail de care? Est-ce que ce sont des secteurs où, comme révélé par l'éco-test, les facteurs de risque psychosociaux sont très, très élevés, comme le secteur de la santé. Et donc, les femmes se retrouvent dans ce secteur-là, sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale en lien avec le travail. Et comme une personne est un tout, bien les facteurs de vulnérabilité personnelle entrent là-dedans aussi. Et c'est aussi, sans aucun doute, donc fonction des conditions de travail typiquement féminines et aussi effet syndical. Donc, litige sur ces questions-là, à mon avis. Oui, puis ça m'amène à la deuxième question sur la nature du trouble, le degré de gravité, puis le fait que ça peut être causé par le travail. Oui, cette analyse-là est beaucoup mise de l'avant fréquemment dans les décisions, surtout en arbitrage, sur est-ce que c'est causé par le travail, parce qu'il peut y avoir une vision que si c'est causé par le travail, donc l'employeur peut agir sur les facteurs qui causent le trouble de santé mentale, versus s'il y a des facteurs personnels, si l'arbitre se convainc que cette condition-là n'est causée que par la vie très éprouvante de cette personne-là, particulièrement une femme, mais dans ce cas-là, l'employeur ne peut pas agir sur rien de leur avis, et donc, cette personne-là n'a pas à être accommodée. Elle est un peu inaccommodable à cause de son parcours de vie. Puis là, effectivement, ce qui m'amène à une autre question où on parlait de ne pas dévoiler sa condition de santé, que ce n'est pas obligatoire, mais on parle d'expertise et d'expertise qui nomment ces diagnostics-là et qui font part aussi de tellement d'informations personnelles et pas toujours dépersonnalisées. On m'indique que c'est terminé, donc faut que je me taise, mais je trouve ça extrêmement éprouvant là, pour ces gens-là qu'on nomme et dont on parle de l'ensemble des diagnostics. Je voudrais juste vous remercier et vous dire que les dernières semaines, là, j'ai fait une espèce de petit sondage pour mon travail. Je travaille à la CSN. J'ai appelé les gens de tous les secteurs et de toutes les régions pour savoir les questions qui les préoccupaient dans la sécurité au travail. Et à ma grande surprise, la question de la santé mentale, elle est aussi forte dans les milieux de la santé que dans les milieux industriels, que dans les milieux du commerce. Ce n'était pas uniquement une question du secteur public, que ce qu'on regarde actuellement. Donc la question de l'origine occupationnelle devient de plus en plus importante là-dedans. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir. La deuxième chose au niveau du travail que Rachel est en train de faire, je pense que la question du parcours d'exclusion, ça va nous être extrêmement utile parce que tout ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est des parcours d'exclusion du milieu de travail et de la vie sociale dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de notre atelier de la matinée. Donc permettez-moi de remercier ma collègue et professeure Rachel Cox ainsi que Camille Lantier-Léoben pour la conférence. Donc merci à vous deux.